pour ne pas situer le débat simplement entre le Nord, le Sud, les Noirs, les Blancs, l'Afrique, la France, c'est que en fait, depuis des temps, je dirais, multiséculaires, on a le problème d'une oligarchie financière. Au moment où, par exemple, vous aviez la traite négrière, il faut savoir que la population française était à 90% analphabète et sous sevrage, donc vivait un sort de, pas d'esclave au sens réel du terme, mais une sorte de servage, on va dire. Donc les populations ont toujours été maltraitées par cette oligarchie, d'ailleurs qu'elle soit du nord, du sud, en Asie ou en Amérique latine. Et ça a continué à travers les siècles. Et donc il faut bien arriver à comprendre que ce problème oligarchie, vous savez, le franc CFA et l'euro, on le voit derrière, d'ailleurs, ce que la pancarte de notre ami Gilet jaune Yannick, franc CFA, euro, même combat. La France n'est même pas souveraine économiquement aujourd'hui. Nous avons l'OTAN qui est en charge de la défense européenne sur notre territoire, c'est-à-dire les États-Unis. Donc, il faut bien voir que les peuples français sont également dans cette dictature militaire et cette dictature financière également enfermés. Et c'est pour ça que c'était important que les Gilets jaunes, qu'on vienne justement au Mali, parce que c'était la première fois que les Gilets jaunes venaient en Afrique, pour dire que c'est un combat maintenant des peuples contre cette oligarchie financière. Ce n'est plus un combat de la France, le Mali contre la France, les anciennes colonies contre les colonisateurs, parce que nous-mêmes aussi, on a perdu notre industrie. On avait 50% d'industrie dans notre PIB, on n'en a plus que 14%. Vous l'avez vu pendant la pandémie, 75 000 lits d'hôpitaux ont été supprimés dans les hôpitaux français. L'éducation n'ont pas de moyens. Les militaires, je vais même vous lire ce qui a été publié dans le Canard enchaîné donc la semaine dernière, où ils disent que sur les 55 victimes françaises mortes au Sahel dans cette fameuse guerre actuelle, un tiers des Français, c'est-à-dire plus de 20, ont perdu la vie à cause du mauvais matériel et du mauvais blindage, parce qu'on utilise des vieux armements. Et le Canard enchaîné de finir en disant « Et l'armée se refuse à avouer le nombre d'amputés et d'infirmes à vie ». C'est-à-dire que même notre armée française est maltraitée aujourd'hui. On l'envoie sur des terrains d'opération faire des guerres néocoloniales à des fins de s'accaparer les ressources et on leur donne très peu de moyens. Donc on voit bien, si vous voulez, que le problème n'est pas nord-sud, il est vraiment dans cette conception du monde de pillage systématique. Et Sarkozy, qui a été si vous voulez, le grand déclencheur de cette politique néoconservatrice, c'est-à-dire ce qu'ont fait George Bush, Dick Cheney et ses copains au Moyen-Orient, la destruction complète du Moyen-Orient et de l'Afghanistan. Sarkozy l'a lancé pour le Sahel, pour perpétuer cette tradition de sous-développement et de chaos qui permet aux multinationales de s'accaparer les richesses. La France, les Français ne s'enrichissent pas en Afrique. Certaines boîtes du CAC 40, Monsieur Bolloré, Orange, Canal+, Bouygues, ces gens-là s'enrichissent en Afrique. Mais le peuple français est de plus en plus pauvre. Cette oligarchie française appauvrit également le peuple français. Donc c'est vraiment cette idée qu'il faut comprendre si on veut vraiment mener le bon combat et ne pas tomber justement dans le piège de la division qui est essayée d'être tendue en permanence. En France, il n'y a pas que des moutons, il n'y a pas que des colons, il n'y a pas que des impérialistes, mais il y a aussi des abolitionnistes. Il y a une tradition en France depuis l'abbé Grégoire. Vous savez, en France, les Français ne connaissent pas l'abbé Grégoire, alors que c'est lui qui a aboli l'esclavage et qui a écrit la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui plaçait évidemment tous les hommes de l'humanité sur un pied d'égalité. Un mot comme par exemple l'abolition de l'esclavage. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous avons institué l'esclavage et nous l'abolissons nous-mêmes, sans dire les raisons pour lesquelles c'est aboli. Par exemple, c'est aboli parce que l'industrialisation se développe dans certains pays. On n'a pas besoin de main-d'œuvre manuelle sous forme d'esclaves. Ou bien alors il y a eu le blocus continental, ça a empêché le sucre de canne de venir en Europe. On a fait le sucre de betterave, par exemple en France et en tout. Ou bien la révolte même des esclaves, ils sont essentiels, ils ont résisté, ils n'ont pas accepté l'élevage. Par conséquent, ça, on minimise ces phénomènes-là. De la même façon aussi que, comme je le raconte aussi, un jeune catholique qui se disait de gauche, je le vois au congrès de Versailles où j'ai représenté la FINF, l'Union des grandes écoles,
Il me dit, Monsieur Dien, jusqu'ici nous avons fait la mauvaise colonisation, maintenant on va faire la bonne. Ah. Il ne comprend pas que c'est un système. Je le comprends. Par conséquent, ça rappelle un peu aujourd'hui ce que nous vivons avec la bonne gouvernance et la mauvaise gouvernance. Ce n'est pas un système, c'est quelque chose qui est sous forme d'erreur qu'on peut corriger. C'est une bataille idéologique très sérieuse que l'on mène, mais qu'on ne mène pas la plupart du temps. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir une attitude critique devant ces phénomènes. Après Londres en 1663, tous les grands ports maritimes l'un après l'autre se ruent sur ce trafic juteux. Lorient, Copenhague, La Rochelle, Bristol, Nantes, Liverpool, Bordeaux, Anvers. Des quatre coins de l'Europe, des navires négriers mettent le cap sur l'Afrique. Quand j'ai découvert que les vaisseaux négriers ne partaient pas seulement de Liverpool ou de Nantes, mais de tous les ports de l'Atlantique, dès qu'un port devenait assez grand pour envisager la traversée, il y avait de fortes chances pour qu'il s'agisse de traite négrière. Il y a en tout 170 petits ports. Aujourd'hui, les gens ne se doutent pas que ces ports étaient jadis dédiés à la traite. Saint-Pierre-Port, dans les îles anglo-normandes, un endroit charmant, était pourtant un port négrier. Des ports français s'élancent plus de 3500 expéditions en 2 siècles. Avec plus de la moitié d'entre elles, Nantes est le champion français du commerce triangulaire. Les mascarons africains du quai de la Fosse ou de l'île Fédot évoquent le temps où les grandes familles de négriers se flattaient d'être les principaux artisans de la prospérité de la ville, ce qui faisait de Nantes le plus important port de commerce de l'Hexagone. La richesse des riches s'est faite sur l'esclavage. Donc il y a les négociants, les armateurs, tous ceux qui produisent les denrées, donc le vin, les producteurs de vin, les producteurs de farine, les producteurs de tissus, les producteurs de quincaillerie. Tous les ports atlantiques, en fait, irriguent un arrière-pays qui va très loin, parce que pour Nantes, ça va jusqu'à Orléans, par exemple. C'est-à-dire ça remonte tous les fleuves. Donc l'esclavage produit de la richesse qui est une richesse essentielle pour la France. 1669. De Nantes, Bordeaux, La Rochelle, Le Havre, l'argent de l'esclavage remonte par les fleuves jusqu'à Rouen, Orléans et Angoulême. Il rejaillit sur l'intérieur des terres au point de devenir un enjeu national. L'ouvrier blanc, il a les mêmes préjugés que le bourgeois blanc, parce qu'ils ont la même éducation. Donc pour Fanon, il faut un ouvrage qui soit le manifeste de la nouvelle théorie révolutionnaire des damnés de la terre. C'est-à-dire de ces gens du tiers-monde qui étaient écrasés sous la botte de l'impérialisme européen et occidental. Et la thèse centrale de son livre, c'est « La révolution viendra des damnés de la terre ». Et cette révolution sera d'abord africaine, africaine en Amérique, africaine dans la Caraïbe, avant d'être africaine en Asie et dans le monde. C'est la révolution des humiliés, des opprimés. Et ce livre doit être la voix de tous ceux qui n'ont point de voix. Tous ceux dont la voix se sont tus parce que bâillonnés. Et c'est ça qu'il a dit. La révolution mondiale sera d'abord la révolution des parias et des damnés de la terre, où elle ne sera jamais. Où elle ne sera jamais. Donc dans son livre, il identifie une force qui va porter cette révolution. C'est la paysannerie pauvre et sans terre. Le prolétariat
c'est tout simplement une classe fantasmée. Parce que tous les ouvriers de Grande-Bretagne, de France, d'Allemagne, aspirent à devenir des petits bourgeois avant de devenir des bourgeois. Et pendant ce temps, ils imaginent que la richesse et le travail pénible va échoir à qui? Aux coulis, aux paysans africains, etc. Et c'est l'argent volé à l'Afrique, à l'Amérique latine, à l'Asie, qui va permettre de graisser la patte aux syndicats, en faisant ce qu'on appelle le réformisme ici en Europe. La révolution ne partira jamais de l'Europe. Parce que ce que veulent les ouvriers européens, c'est de devenir des contremaîtres. Et après de devenir des gens qui achètent des voitures, des télés, etc. Et qui ont des aides sociales. Et l'histoire a donné raison à François. C'est que pour Fanon, aucune révolution du prolétariat n'a existé dans l'histoire. Ce qu'on appelle la révolution d'octobre en Russie, ce sont des bourgeois, dont certains étaient juifs, qui ont créé ça. Et ils ont exercé la dictature d'une minorité sur ce qu'ils appellent le prolétariat, qui n'était pas un prolétariat, mais tout simplement des gens qui étaient dans les soviets, c'est-à-dire des désœuvrés, sans sol, sans solde, sans feu ni lieu. Et ces gens-là, ils n'ont jamais gouverné nulle part. On a gouverné en leur nom. En d'autres termes encore, pour Fanon, dans le cadre du modèle de la démocratie bourgeoise, qu'on appelle la démocratie représentative, une minorité prétend représenter une majorité silencieuse. Dans des élections où cette majorité silencieuse vote et fait des abstentions, mais ne peut jamais elle-même se présenter. Parce que pour pouvoir se présenter, on vous dit de payer une caution, on vous dit d'avoir fait des études, on vous donne des critères tels que vous ne pouvez pas. C'est ainsi qu'un paysan ne peut jamais gouverner la France. Pourtant, la France se dit démocratique. Quant à la révolution russe, c'est la même chose. Des gens qui étaient des bourgeois, parfois très riches, comme Léon Davidovitch Brostein, c'est le nom de Trotsky, ou Dougachvili, c'est le nom de Staline, ou Lénine, Vladimir Ilyich Ulyanov. Tous ces gens-là, ils n'ont jamais été des prolétaires. Ils n'ont jamais travaillé à l'usine. Mais c'est eux qui ont dirigé cette révolution. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont exercé la dictature en disant que c'était le prolétariat qui exerçait la dictature entre eux. Ce théâtre d'ombre, c'est ça que Fanon a décidé. Toutes les guerres en Afrique, dans les colonies où les populations indigènes ont été fusillées, ont été exécutées par l'homme blanc moyen. Ce sont des travailleurs blancs qui souvent sont des repris de justice qu'on a envoyés pour administrer les Noirs dans les colonies. Et leurs mœurs, leurs pratiques montrent que jamais ils n'auront une solidarité de classe avec les Noirs. Donc ça veut dire que Marcus Garvey a dit que si les Blancs créent quelque chose, que ce soit un parti, que ce soit une idéologie, tout ça, les Blancs ne peuvent pas le créer et le mettre au service des Noirs s'ils savent que ça peut permettre aux Noirs de s'élever. Jamais! Donc cette ruse-là, il faut enlever les peuples africains de ça. Il faut enlever les peuples caribéens de ça. Les peuples de l'Amérique latine et tout ça. Donc ce que Marcus Garvey dit, c'est chacun fait la solidarité pour sa race. On fait d'abord la solidarité pour les Noirs. Après, si nous avons encore un peu de réserve, on va voir les pauvres Blancs. Mais les pauvres Blancs, jamais, à cause de leur éducation, ne peuvent appliquer une quelconque théorie de générosité de classe vis-à-vis de l'homme noir, simplement parce qu'ils considèrent l'homme noir comme un sous-homme. Et ceci, que ce soit dans un parti communiste, dans un parti socialiste, ou dans tout autre parti qui serait sous la direction opérationnelle des Blancs. Le temps que nous avons perdu dans ces histoires où nous avons travaillé pour les autres, contre nous-mêmes. Et c'est cela qui est aujourd'hui, pour nous, actuel. Il faut rattraper le temps perdu de ces faux combats qui n'étaient pas les nôtres et pour lesquels nous avons perdu tant d'énergie, tant de morts et aussi, je dois le dire, tant de
notre génie propre que nous avons mis au service des autres et qu'ils ont utilisé pour renforcer leur domination sur nous. Quand un Européen dit qu'il est de gauche, il est marxiste, c'est une option idéologique tardive. Quand un Européen dit qu'il est de droite, il est conservateur, c'est une option idéologique tardive. Mais ce que les deux ont en commun, ce sont les préjugés qu'ils ont hérités de leur éducation depuis la plus tendre enfance. Ce sont les jugements et ce sont les opinions, ce que les Grecs appellent doxa. Ça, tu ne peux pas lui enlever, même s'il est de gauche. Donc voilà pourquoi un chercheur qui se disait de gauche, comme Jean Suré-Cana, a attaqué Cheikh Anta Diop et était sur la même position, quant au fond, que Raymond Moni, qui était un conservateur et transfuge de l'administration coloniale française. Il ressort de cette remarque que quand tu sois de gauche ou que tu sois de droite, tu es influencé par le paradigme européocentriste. Et au cœur du paradigme européocentriste, il y a ce qu'on appelle la suprématie blanche. White supremacy. Même les gens de gauche, quand ils ont lu Nation d'agriculture, ils ont dit ceci. Nous concédons aux Africains noirs l'égalité. L'égalité. Tous les hommes sont égaux. Ils ont même été un peu trop loin. Ils ont dit qu'ils naissent égaux, que c'est ce que dit la déclaration. Ok. Peut-être même étaient-ils égaux avant d'être. Bien. Mais cette égalité abstraite n'est jamais traduite dans les rapports sociaux. Parce que dans les rapports sociaux, nous constatons une hiérarchisation basée sur des préjugés de race, des préjugés de classe, des préjugés de caste, et j'en passe. Donc ce que je viens de dire là, c'est pour dire aux Africains qui pensent que les hommes de gauche sont très bien disposés à l'égard de l'Afrique. Et que grâce à eux, nous pouvons sortir de l'impasse dans laquelle on nous a fourvoyés. C'est une erreur. C'est une erreur. Et la deuxième erreur, c'est de penser qu'un Européen, parce qu'il est notre ami, c'est-à-dire les relations sociales imposent une certaine familiarité et une certaine convivialité qui est, pour moi, de l'ordre des conventions. N'est-ce pas? Qu'à partir de là, le racisme va disparaître. J'ai grandi dans ce pays, je n'ai jamais vu les Français descendre dans la rue pour une manifestation parce que la France agresse les gens en Afrique. Tout est passé dans l'ordre. Un enfant meurt ici, même un vieillard, mais si ça devient un scandale, on peut tuer des centaines de milliers d'Africains, ce n'est un problème pour personne. Donc les Africains, notre peuple doit tirer toutes les conséquences de la réalité du monde. J'ai dit une fois, nous sommes seuls. Nous sommes seuls. Et il faut compter sur nous-mêmes. Et cela veut dire aussi que ce que nous faisons, nous devons le faire avec beaucoup de gravité.